Maintenant que notre auditoire national est là, je suis Janelle à l'Université de Saskatchewan. Cette session pour la prochaine heure est, fait partie de la conférence Together Ensemble sur les ODD. Cette conférence dure 3 jours en personne à 5 sites et aussi en ligne. Ça nous regroupe dans tous les secteurs. Nous sommes contents d'être autres pour la prochaine session. On souhaite la bienvenue à tout le monde au Canada. Le programme est disponible sur le site web Together.ca. Alors, pour bien commencer, je vais présenter Elder Helderchild, la nation du territoire 6 et un descendant d'une personne qui a signé le traité originaire. Je lui ai offert un cadeau de tabac ce matin. Je suis content qu'il est là pour être parmi nous ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est fort assez. Oui, bonjour. Il parle sa langue maternelle que je ne peux pas traduire. Bonjour, tout le monde. Je vous adresse en crée en premier. Mes grands-parents, mes oncles a toujours dit de toujours parler sa propre langue en premier parce que c'est comme ça qu'on se lie à notre Créateur et les choses que nous faisons. Comme a été dit, je suis Harvey Thunderchild. Alors, mon nom veut dire cheval blanc et ce nom m'a été donné. J'ai fait partie de la Première Nation Thunderchild. Je suis né sur les terres. Euh, je vis au Saskatchewan depuis 25 ans. Je reviens et je pense que je suis et je suis à l'université depuis 2019 avec l'école de médecine et ça a été très bien ce que je fais. Les gens avec qui je travaille, Gary, avec qui j'ai travaillé, je vois des amis là-bas. Et je pensais que j'allais me cacher, mais les gens m'arrivent. Alors, je dois être honnête à cause de cela. Alors, les choses que je fais, je suis le coordinateur culturel pour le premier programme de ce genre dans toute université, responsable pour la santé et bien-être des Autochtones, introduit. euh, euh, je travaille pour Dr. Janice Tetouchis. La chose qu'on regarde pour les prochaines années, et on regarde de quoi les gens, avec quoi les gens ont à faire face. C'est beaucoup de travail et j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire pour continuer. C'est un moment excitant pour moi et pour Dr. Tutus. J'ai hâte de voir les moments occupés. Je suis impliqué avec le domaine de la santé pour toute ma vie, directeur de santé, administrateur qui s'occupait des problèmes de santé dans les collectivités autochtones, les problèmes auxquels font face nos peuples dans le domaine de la santé et le transport, le manque de compréhension de à quoi nos peuples font face, surtout dans des collectivités autochtones.
Ma mère a 93 ans, je viens de lui parler parce que je voulais assurer qu'elle allait bien. Et une des choses que je fais quand elle va au médecin, je dois parler au médecin pour que je puisse lui expliquer les choses de façon qu'elle puisse comprendre comment elle a été traitée, ce que le médecin a proposé. Ce sont des choses qu'on va regarder prochainement. Mais j'apprécie et j'ai l'honneur d'offrir le tabac. C'est le protocole quand on adresse la parole dans des événements tels que ceci. Je parle crée, c'est ma première langue. Je n'ai jamais perdu ma langue. C'est une des choses que ma mère a assuré que mes frères et moi n'ont pas perdu. J'ai perdu deux frères qui sont morts de la COVID en 2020. Je vivais à Seattle et il vivait à Seattle. Il était la première personne autochtone à mourir de COVID. Victor Thunderchild de Prince Albert, il était professeur de l'école secondaire. Il avait un an à travailler avant de prendre sa retraite et la COVID l'a pris. On en parlait une semaine avant qu'il est mort parce qu'il me visitait quand il était en ville. Une des choses qu'il a dit, c'est d'assurer que ses collègues étaient bien soignés, qu'ils étaient vaccinés. Il était vice-président de la Fédération de Saskatchewan et les gens avec qui il travaillait et les travailleurs, c'est seulement le jour après qu'il est mort qu'on a changé la politique sur les vaccins. Un jour trop tard, mais c'est ce que c'est. On manque, il nous manque. Sa fille vient d'avoir un petit garçon il y a quelques mois, mais tout va bien. 2, 3 mois prématuré, mais il va bien. Quand je regarde mon père, on regarde des photos de son père. La technologie est fascinante. Alors, la photo, elle et son père qui la regardent. J'ai 6 enfants, deux que j'ai élevés, adoptés. Mon plus âgé vient de faire un diplôme en anthropologie il n'y a pas longtemps. Je suis fière que tous mes enfants ont bien réussi. J'ai deux avocats, un gens qui travaille dans le domaine de la finance. Ils sont partout au Canada. Ils réussissent bien. Je ne m'inquiète pas, mais eux s'inquiètent pour moi. Ils me téléphonent pour me demander si je suis toujours debout. Ce matin, on me demandait comment les choses allaient parce que je leur disais que j'allais être là ce matin. Ceci dit, je vais dire mes prières dans ma langue. Si vous voulez, vous pouvez me joindre dans la façon que vous le faites. L'interprète ne parle pas le cri, alors je ne peux pas traduire la prière. Merci.
Merci beaucoup pour ces paroles bien pensées et de nous aider à démarrer la session. Alors, je ne vois pas l'écran maintenant. Est-ce que Jean est là? Pas encore? Je vais attendre un moment. Est-ce qu'elle est à l'écran? Alors, merci beaucoup. C'est mon plaisir de vous présenter notre première invitée. Je suis Maureen Leaf, mais je suis là pour présenter Dr. Jean André. Je dois vous dire qu'il y a quelques années, quelques décennies, j'étais tellement nerveuse parce que je devais défendre mon doctorat et j'avais fait un petit sondage avec une étude qualitative et je demandais j'avais peur on allait me demander si le sondage était représentatif. J'étais à peu près prête à répondre à ces questions. Je m'inquiétais quand Jean a dit calmement, je peux t'aider. Et oui, elle l'a fait. Et voilà, j'ai réussi et me voilà. Je sais que je n'étais pas la première personne qu'elle a aidée, mais je sais qu'elle aide des étudiants, des membres du personnel, des administrateurs, des partenaires à apprendre et travailler ensemble depuis. John Andre était parlé Dean Jean jusqu'à sa retraite en 2022. Elle faisait partie du département d'environnement à Waterloo dans les années 80. En faisant son doctorat, elle s'intéressait à déterminer l'implication du changement climatique pour l'infrastructure de transport et l'évaluation des risques et des dangers. Sa recherche a contribué d'une façon importante au domaine académique, universitaire, mais aussi aux politiques publiques. Elle a travaillé pour notre Association nationale de géographes. Elle a reçu le prix du président pour le service à l'Association des géographes en 2016. Elle est intelligente, elle s'intéresse d'une façon réelle à tous, à tout le monde. Bon professeur. Elle a enseigné le statistique pendant 20 ans et c'est un cours que tout le monde haït, mais elle l'a enseigné d'une telle façon que, elle a reçu 3 prix d'honneur pour ses efforts. Je dois vous dire, elle a reçu euh, une proposition de mariage de 2 étudiants dans son cours de statistique. Avez imaginé, c'est quoi la possibilité? Elle le sait. Comme doyen de la faculté à Waterloo, la faculté est devenue un milieu pour la recherche environnementale sur l'action climatique, les solutions, les adaptations, etc. Avec la croyance que les universités ont une obligation d'avancer un futur durable, en 2018, Jean a lancé le réseau pan-canadien d'institutions postsecondaires FDSN, un réseau de solutions pour aider l'apprentissage et des solutions pour le développement durable. On est là aujourd'hui à cause de sa vision, de sa ténacité de le faire. Elle va parler de ses succès, des succès du réseau et ce qui reste à faire. Alors, souhaitez-moi avec moi, souhaitez-lui la bienvenue. Allez-y, Jean, vous êtes en ligne.
ont déplacé les gens de certaines nations. Et aujourd'hui, je parle de la Haldeman Track, près de la sixième nation, et je suis impliqué dans le travail. Je pensais hier quand j'écoutais la plénière, un des jeunes a parlé de ceux qui ne sont pas jeunes comme des gens d'expérience. Alors, je me joins à vous comme quelqu'un qui a de l'expérience. On va continuer à avoir cette expérience. J'espère que vous allez me permettre, je vais vous montrer des diapositives et vous donner l'historique des ODD selon moi. Je vais partager l'écran maintenant. Allons voir si je suis capable de le faire. J'espère que vous voyez l'écran. Alors, la première diapositive, c'est le mouvement de durabilité. Nous fait le rappel que nous sommes là depuis avant 2016, beaucoup avant. Même ces diapositives, euh, euh, à gauche, je commence avec une photo qui inclut Maurice Strong à gauche, en- au devant, qui voyage sur son vélo en 1972 quand il était secrétaire général des Nations Unies sur l'environnement. C'était un moment historique, c'était le début du mouvement mondial sur la durabilité et quelques phrases démontrent qu'on parlait de la durabilité, ça s'enligne avec ce qu'on dit. Notre but est de réconcilier les ambitions des humains avec les autres pour appuyer toutes les choses qui vivent et les générations pas nées encore. On veut avancer pas d'une façon méchante et égoïste, sans péril comme on l'a fait dans le passé, mais avec une meilleure compréhension, une meilleure vision. On est anxieux et on a raison de l'être. On veut éliminer la pauvreté, la faim, le racisme et l'inégalité économique. Beaucoup d'entre vous savez qu'il était du Manitoba et il a joué un rôle critique dans le mouvement des Nations Unies. Il a été membre de la commission qui a créé la deuxième image, le rapport de 1987 sur nos futurs en commun. Et dans ce rapport, les, la terminologie durable et non durable ont arrivé à une qualité sur laquelle on a construit depuis. Le premier, premier directeur général du programme environnemental des Nations Unies. Alors, on arrive à l'année 2000, le monde se mobilise sur le développement régional, les buts de 2000 à 2015, et vous voyez la liste des 8 choses d'enlever la pauvreté, l'éducation et autres. Vous allez aussi voir, on parle de la durabilité environnementale et les partenariats. Au fur et à mesure qu'on a approché 2015, il était évident que tout n'avait pas été. Et ce qui avait été atteint est impressionnant. Même au début, il y avait une accélération. On regarde les buts centrés sur les humains et que 20 à 60% avaient été atteints entre 2000 et 2015. Les gens qui travaillaient partout dans le monde pour voir ce qu'allait se faire. Après 2015, on regardait qui pourrait mobiliser. Les ODD sont un produit que vous voyez à droite et il est intéressant et à propos que les thèmes sont
rapportés dans les thèmes de la société, la pauvreté, la santé, l'éducation, etc. Et vous allez aussi voir autres thèmes, l'énergie, les villes et les institutions. Vous allez aussi voir que le thème environnemental a quatre buts: l'eau, le climat, la terre, de biosphère, et on a ajouté l'économie, le travail, les innovations, la consommation et les inégalités. Alors, c'est une approche beaucoup plus holistique au développement et on sait qu'il y a de l'intersectionnalité et beaucoup de cibles. C'est massif et on doit tous s'y mettre, se mettre à la tâche. Alors, avec le thème de partenariat, une des choses qui a eu lieu avant le début de l'agenda 2015-2030, que les institutions de connaissances ont été demandées de se joindre à la mobilisation et un réseau a été formé. Janelle nous l'a dit, ce que c'est par l'entremise de l'éducation, l'analyse des politiques, qu'on essaie de rejoindre nos buts, et ceci a été démarré en 2012. C'est le plus grand réseau d'experts, plus que 1800 sur 144 pays. Et à droite, Jeffrey Sachs, quand il était à l'université de Waterloo, quand on a démarré le mouvement au Canada. Et j'aime cette image parce que Jeffrey Sachs est inspirant, un champion du mouvement, mais il porte la cravate de l'université de Waterloo. Si vous êtes venu à Waterloo, il est arrivé avec seulement ce qu'il avait sur lui, et on a trouvé des vêtements pour lui, inclus la cravate de l'Université de Waterloo. Alors, la mission identifie comment on doit faire les choses. Et Maureen m'a demandé si je pouvais identifier des façons qu'on pourrait accélérer les ODD. Je voulais le faire, mais je voulais l'encadrer dans le contexte de pourquoi les institutions. Et j'aime l'encadrement donné par Manuel Castel dans un article qui est maintenant publié, Castells in Africa. Mais au début, euh, on parlait en 2009 en Afrique du Sud. Il parlait des fonctions contradictoires, les systèmes dynamiques contradictoires. Je vais en nommer trois: la génération, la transition d'idéologie, la production et l'application de connaissances et la formation d'une main-d'œuvre euh, bien formée. Je vais vous en parler dans le contexte. Au début, les universités étaient plutôt idéologiques. Ils étaient là pour transmettre des valeurs qui faisaient accepter euh, l'ordre social. Les professeurs avaient été payés par les gouvernements ou par l'Église. Et les valeurs occidentales sont incluses dès le début. On pourrait aussi dire qu'aujourd'hui, les universités contemporaines appuient l'ordre social, l'innovation et la découverte et le capitalisme. Mais on peut aussi dire que parfois les universités euh, lancent des défis aux valeurs, à notre système. Et voilà ce qui se passe avec les autres, trois exemples de cela. Le premier exemple est critique et de créer des connaissances, des connaissances sur le ODD pour les futures générations. Le groupe de jeunes a été démarré et se mobilise des jeunes dans 137 pays
avec une programmation et inclut des milles et des milles de jeunes au Canada. Nous avons aussi les ODD pour jeunes. Nous avons 6 cercles avec 400 membres qui agissent avec beaucoup de jeunes sur tous les campus. C'est critique, c'est essentiel. C'est l'énergie qui va mener les ODD dans le futur. Le deuxième exemple, c'est d'évoluer le système de connaissances, des institutions de connaissances. Si on regarde l'université, les collèges, là où on pense, on crée des pensées, on parle très peu de la durabilité. C'est particulièrement vrai à l'université. Quand je suis devenue doyenne en 2014, je disait que la durabilité devrait faire partie de notre planification comme les valeurs essentielles de l'université. Mais ça n'a pas été fait. C'est seulement en 2020 qu'on l'a fait. Qu'est-ce qui s'est fait depuis? C'est un peu magique. On voit beaucoup plus d'engagement sérieux avec les peuples autochtones. On regarde la diversité, l'inclusion, l'antiracisme, la décarbonisation et toutes ces choses ressortent du fait que les institutions mêmes évoluent dans leurs propres valeurs. Et je pense qu'on aide à évoluer le système de valeurs de la société en faisant des choses comme qu'on fait aujourd'hui avec la localisation de formation et la reconnaissance d'experts dans certains domaines. Le deuxième rôle dont je veux parler, et l'université de recherche. Ceci est devenu une réalité dans les années 1800 avec la science. Beaucoup de traditions ont fait partie de système depuis longtemps, les humanités, les sciences sociales, et de plus en plus, on voit des universités qui pensent à d'autres façons de connaître quelque chose. Souvent, quand les universités euh, font de la recherche depuis si longtemps, je dirais que la machine bouge très rapidement dans la majorité des universités. Quand on demande, sur les études des gradués et sur la curiosité et l'humain. Trois exemples que je pense de façon que nous excellons. L'une, c'est la recherche responsive. L'exemple, c'est le travail qui a été fait sur les commissions de l'ANCIT sur le rapport avec la pandémie de COVID-19. Ça, c'était co-présidé par Jeffrey Sachs de STM Global. Et c'est un exemple vraiment de mettre le monde ensemble à travers le globe de façon à aller profondément dans un enjeu qui a une importance critique pour le monde entier. Nous voyons aussi que beaucoup de bon travail a été fait sur le parapluie des ISTML, sur le rapport avec des chemins vers la durabilité. Et les clés ici, c'est de pouvoir démontrer avec le monde que c'est possible d'atteindre la durabilité. Qu'est-ce que c'est de l'étape ce qu'on veut faire. Alors, le travail qui était fait à l'PS, CGM, quand je lui ai demandé certains des autres centres au monde, en fait ça exactement. C'est un travail qui se fait dans des pays individuels. Le secteur affecté. Par exemple, la Bolivie, c'est le tourisme. Le Mexique et les Philippines, c'est les aliments. Et le troisième, c'est le suivi et la motivation. Hier, dans la session, on a eu beaucoup de questions que le mesurer est important parce que ça motive. C'est le rapport organisé par STM Global est montré ici. Mais non, on a des exemples ici. De plus en plus, des unités plus spatiales, plus petites, afin de mobiliser les ressources au niveau municipal ou local. Le troisième rôle que les universités jouent et d'autres institutions de connaissances, c'est en formant la force de travail avec la professionnalisation des campus. Ça inclut la loi, l'ingénierie, la médecine, comptabilité, planification est plein d'affaires. Et c'est très excitant de voir ce qui se passe.
Mes amis à travers l'académie, peu importe leur orientation professionnelle, vont vous dire que de façon de plus en plus, leur organisation adopte la durabilité comme étant très important dans le curriculum. Il y a beaucoup de façons qu'on peut regarder encore plus dans certains des programmes qui sont faits de très serrés. Mais on le voit de plus en plus, on voit des nouveaux programmes académiques qui mettent plus de focus sur la durabilité. Et je pense que votre exemple, votre propre exemple, c'était l'école de l'environnement de durabilité. C'est un bon exemple. Autre façon que les ODD sont accélérés dans les communautés académiques, c'est en créant des ressources qui sont disponibles à tous les membres, à tous les membres de STM. J'aime bien le travail de STG Academy. Si vous n'avez pas l'occasion de regarder ça, c'est vraiment c'est d'autres produits qui sont vraiment incroyables. Il y a d'autres programmes globaux au niveau primaire et d'autres choses qui arrivent globalement. La Nigérie, c'est un exemple dans les écoles tertiaires secondaires, le curriculum inclut la durabilité, surtout avec les experts souvent au sein de leurs institutions. Quand je travaille avec l'université, la complexité de l'université, hier, j'ai remarqué quand le ministre Gould a parlé de d'autres choses qui se passaient. Alors, je vais terminer en disant quelque chose. Je pense qu'il faut se demander c'est quoi le besoin pour demander. Est-ce que les universités vont continuer à évoluer et de quelle façon ils vont évoluer et comment ils devraient évoluer, surtout les questions de valeur. Les choses qui se passent, c'est fantastique, mais le secteur de connaissances elle-même a peut-être besoin de penser un peu plus profondément à savoir pourquoi ils sont ici et qu'est-ce que c'est que la société a besoin des autres. Alors, merci beaucoup. Merci, Jean. Merci de nous avoir aidé de penser un petit peu plus profondément à qu'est-ce que les universités peuvent et doivent faire pour faire avancer les ODD et espérer que vous allez pouvoir rester pour certaines des questions de réponses qu'on va avoir suivant notre prochain présentateur. Je pense qu'il faut que je vous conte un secret. Monsieur Gary Morasty, il est plus jeune que moi. Et il a sa propre page de Wikipédia. Je pensais que c'était pour le monde qui vivait il y a longtemps. Mais je me trompe. Alors, je me suis dit qu'il y a vraiment demandé de monde qui ont vraiment fait un impact. Alors, Gary Morasty, c'est un ancien grand chef du conseil de Prince Albert, du Grand Council, venant de Peter Ballantyne Cree Nation sur le territoire de Treaty 6. C'est la première personne de statut de Première Nation d'être élu à Saskatchewan. Au début des années 2000, il a servi comme membre de parlement pour de Snappy, Mississippi, Churchill River, nord de Saskatchewan. Et c'est un gradué en éducation de l'Université de Saskatchewan. Je dire quelque chose de son engagement entre les peuples autochtones et reconnaissants. Le gouvernement fédéral offre des excuses aux survivants du système des écoles résidentielles. Cette motion était travaillée à différentes reprises, mais finalement a reçu un appui unanime de tous les partis dans la Chambre des communes. Vous pouvez imaginer ça aujourd'hui? De toute façon, ces affaires sont menées à l'établissement de la Commission de vérité et réconciliation et en conscience par les Canadiens colonisateurs des problèmes des sociétés colonisateurs à travers la société et la façon qu'on peut devenir partenaire dans la réconciliation. Gary a aussi servi sur innombrables conseils d'administration, offrant donc des occasions d'éducation et de développement économique pour les peuples autochtones au Saskatchewan et au Canada. Puis ce service extraordinaire des peuples du Canada, il a reçu et le médaille d'or d'Elizabeth II
du Jubilé d'or de 2004 et pour le service pour la personne de situation, la médaille de commémoratif pour le centenaire centenaire de Saskatchewan de 2005. Et il travaille, je veux dire, depuis être un politicien fédéral, il a servi à plusieurs compagnies privées, à toujours cherchant des occasions pour la réconciliation, pour le développement juste et durable et pour l'éducation. Présentement, Gary Ratchell, comme PDG des groupes de compagnies Peter Ballantyne et conseiller pour la question des relations autochtones et relations pour l'école d'environnement et de développement à l'Université de Saskatchewan. C'est un organisme qui est assez. Bonjour tout le monde et merci Jean pour vos commentaires présentement. J'ai appris beaucoup maintenant et même avoir plus de background. Merci Elder Harvey pour votre prière d'ouverture ce matin. Il m'a parlé de son frère Victor. Victor et moi, on était des très bons amis. On était à l'université ensemble il y a des années. Excusez-moi, il faut que je mette ça ici, comment que je parle. Là. Et c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, comme Harvey vous a dit. Mais sur ça, je suis excité d'être ici. Merci de l'invitation. Et même j'ai hâte d'apprendre de tout le monde plus tard ce matin. Quand on pense à le temps, je vais ouvrir mon timer ici. Je suis un ancien politicien. Je pense que c'est le 9e étape du 12e programme. Alors, ça va peut-être prendre un peu plus long. Alors, comme ça, oui, non, un grand merci à tout le monde et merci pour l'invitation. Je reconnais les drapeaux qui sont ici pour nous avec le National Métis écrit sur le drapeau des provinciaux canadiens et le drapeau canadien. Je reconnais où ce qu'on est dans ce moment ici, à cette place ici. Et oui, j'ai hâte de voir quelle sorte de dommage que je peux faire avec vous ce matin. Pendant que je me préparais à ça, que j'ai recueilli un peu des présentations publiques, j'étais un peu profil bas depuis quelques années. COVID a fait ça pour un peu tout le monde. Mais j'ai agi quelques blocages et je ne pouvais pas vraiment envisager la façon approcher ce sujet. D'habitude, je suis une personne très visuelle. J'ai commencé avec une charte. D'habitude, j'ai des diapos. D'habitude, avec diapos, me préoccupe d'avoir de la technologie. Alors que je me suis dit, tu vois ici, je ne ferai pas de diapos. Et je commence d'habitude avec un sac au milieu, j'ai fini avec les côtés. Alors, à partir de ça, je fais du spontané avec. Et très rarement que j'ai quelque chose que j'ai écrit. Alors que je suis très nerveux parce que je ne suis pas du tout bon à lire des choses. Mais j'ai eu un gros problème et je me pensais à quel point ça peut être difficile. Donc, peut-être que je me réussir de parler des ODD, des cadres de gestion, l'économie, les affaires, la science, l'innovation, les technologies, les politique. C'est tout des sujets très faciles, surtout quand on peut toutes les mettre ensemble, les mettre ensemble. Alors, j'ai été un peu intimidé. Pour en dire la moindre, mais une conversation avec Maureen puis Greg pendant qu'on parlait de ça. Le focus, en fait, c'est sur Saskatchewan, sur le Nord, focus sur les Autochtones. Et on veut vraiment voir quelles sont vos pensées dans cet espace-là. Alors, après m'être assis sans réussir à essayer de créer quelque chose, je me suis levé de partir, j'ai commencé à parler en cri à moi-même. Je me posais des questions. Comment ils voient ça des ODD dans l'avenir? Comment ils évoluent dans le passé? Où ils sont rendus aujourd'hui? Comment ils nous voient au-dessus de ça? Alors, je pense en me promenant un peu à faire d'autres choses autour de la maison, à me parler en cri. Je regardais un peu ma carrière, éducation, service, politique, des affaires, tout ce qui avait des éléments de global et local. Et je mettais plus l'importance sur le nord de Saskatchewan, nos communautés autochtones, toutes les communautés. Et je pense, à travers le processus de penser tout haut dans ma tête, et même parler, ma femme me demandait pourquoi vous me promener, vous parler en cri à vous-même. Alors, le processus de parler en cri
de penser à des places. Je pense que certaines pensées ont commencé à émerger. Alors, tout d'abord, et je pense qu'en fait, la réalité, c'est que je prends plus un point de vue pragmatique de ces choses. Mais d'une perspective autochtone, manquer, l'échec d'atteindre ces buts-là, c'est la vie et la mort. Et je n'exagère pas. Ils meurent dans la communauté. Ils meurent dans la communauté. Ils meurent hier, ils meurent aujourd'hui, ils vont mourir demain. Et les gens de but qu'on a mis en scène, littéralement, c'est la vie et la mort. Et parfois, on ne pense pas à ça. C'est définitivement vrai de où est-ce que j'ai été élevé et formé dans ces communautés-là. Alors, regardant en arrière, je retourne à ma politique, à grandir, etc. On essaie d'avancer des solutions de bon sens pour adresser beaucoup d'enjeux dans les défis dans nos communautés depuis des décennies. On est battu contre les connaissances, le racisme systémique, etc. Et on a toujours parlé des solutions dans le cours en arrière sans nous en parler vraiment. Alors, pourquoi je dis tout ça? Alors, c'est la vie et le monde parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les feux de forêt, un peu de partout en Amérique du Canada, je viens de commencer, je ne l'ai pas encore lu, mais ça fait le livre de John Ballante, Fire Weather. C'est intéressant, ça parle des feux de forêt. J'avais 15 ans quand j'étais pour combattre les feux de forêt. Ils pensaient que j'avais 16 ans pour mais j'avais fort comme un titre, le feu de forêt était titre. Et ils ont dit, vas-y. Et j'avais un pack de dos et vous êtes mouillé parce que vous sautez dans l'eau. Tout cas, il vous attirez l'enfant, par exemple. L'intensité des feux d'aujourd'hui, les tornades de feu, la chaleur, c'est pas croyable. Moi, quand c'est sèche, les feux vont rester pendant des mois après que la forêt de surface. Les, les pompiers sont sur le feu à tous les jours. C'est ce qui est des vies. La distribution des traumatismes sont amenés des communautés. Les connexions de l'interruption des services d'éducation et de santé sont vraies. Et juste un quick, moi, je sais qu'il y a un temps, c'est limité quand même. Mais il y a une fois qu'on a battu au Grand et mon boss de Frederick, c'est mon oncle qui m'a lui, il a dit, OK. Il lâche les hoses et part en courant. Alors, je m'en vais un peu comme ça. J'ai 15 ans. Mon oncle qui avait 6 ans, 60 ans, m'a passé, m'est passé, il s'était passé par-dessus les arbres qui sont tombés. Alors, je me suis dit qu'il faut aller plus vite pour rester directive. Mais le danger est vraiment réel quand on combat les forêts. Mais une autre cause de santé bénéfique, on a évacué notre communauté en 1980. On a essayé de se lever parce qu'on ne pouvait rien faire à cause du feu. On le voyait arriver et on est haut sur la falaise. Le falaise a préchauffé les arbres en avant. Et par exemple, ils sont en haut des tourations et il a roulé comme 30 km à l'heure à passer de l'est à l'ouest. C'est pas croyable le pouvoir. Alors, oui, pour les gens de Cambridge, c'est pas une sorte de déplacer les communautés à travers le pays. Voilà, c'est le niveau de connaissance de l'impact sur les niveaux d'accès, la qualité d'eau, la mobilité de notre monde sur les eaux et l'impact de l'Amérique centrale. L'accès énergétique, c'est l'accès. Puis je viens de réaliser l'autre jour, je parlais avec tout le monde de par chez nous. Ils ne peuvent même pas avoir du propane pour avoir un barbecue. Il faut qu'il y ait des pélicans payant pour aller chercher du propane. Alors, faire un barbecue, il faut le prendre par ici, on le prend par qui? Mais il faut il faut planifier pour avoir accès à une qualité de vie. Alors, si ce sont terrestres, c'est un défi à tous les jours. La sécurité, bien sûr, c'est un défi. La vérité de l'accès aux épiceries. Malheureusement, les enfants vont souvent se coucher avec le ventre vide dans plusieurs cas. L'événement extrême de métier,
ça devient de plus en plus commun dans le Nord. Le dôme de chaleur à Colombie-Britannique ont tué 600 personnes. On pense à nos communautés dans le Nord. L'habitation énergétique n'est pas bien isolée et l'énergie est instable, que la chaleur ne vient pas aucune de capacité de refroidissement. C'est juste une question de temps avant qu'on voit ce qui se passe au Colombie-Britannique, etc. La communauté, chasse, la pêche, de tout le reverse d'extension, potentiellement parce que le terrain change tellement de personnes. L'accès des régions collectives. Écoute, je n'ai même pas parlé, et je ne voulais pas vraiment être vraiment vrai, je n'ai même pas parlé des crises de santé mentale, des réhabilitations inadéquates chez les filles. Mais ça, ici, c'est là qu'on devient un peu de la viande dans le sandwich. C'est que les conditions sont remplies par différents facteurs. L'aliénation nordique, c'est vrai, comme ça. Le nord provincial au Canada sont dans un limbo politique constant. C'est les premiers de faire couper le financement, sont considérés plus tard dans le processus pour recevoir des avantages, surtout souvent en arrière-pensée. Pour les fédéraux, les provinces et le fédéral, qui est disponible pour l'infrastructure et tout, etc. Et c'est vraiment des défis pour le Nord canadien. La plupart des populations au Canada vivent à l'intérieur du Nord ou de la frontière canadienne et profitent de la montée du Nord, mais très peu réinvesti au Nord. S'il y a vraiment un impact tangible et un progrès avec des buts de ODD, c'est probablement les Canadiens qui vivent le plus près des Canadiens qui le sont. Les autres, non. Même Saskatoon, ce serait difficile pour nous de dire qu'on ressent le progrès. Il y en a évidemment un peu, mais plus on va vers le nord, plus on est retiré. Mais on est les premiers à le retirer. On déjeunait ce matin, on en parlait. Il dit oui, on le sent, on le voit tous les jours. Alors, l'aliénation nordique est réelle. Deux, les peuples autochtones nordiques sont confrontés énormément avec un défi public politique. Trois choses. Marginalisation géographique. Les petites populations sur une région géographique large. Deux, un conflit démographique. L'âge moyen de notre région, c'est en bas de 22. La plupart des Canadiens sont plus que 45. Avoir un remplacement des hanches en majorité, c'est plus un sujet que la santé des jeunes enfants. Alors, un conflit dans les politiques chrétiennes. Moi, je suis dans la salle comme un politicien, des bureaucrates et d'autres politiciens à dire ben, ça coûte trop cher. C'est trop cher de construire cette éducation, l'éducation et ça, l'habitation et tout ça au nord pour une population tellement petite. Mais c'est peut-être vrai. C'est pas cheap, c'est vrai. Mais en même temps, on a le défi démographique. Et pour qui vous votez en passant? Si vous votez de bonne façon, vous aurez peut-être. Et parfois, ça peut être assez fondamental. Les conversations, c'est assez décourageant. Et là, on rajoute on a des filles de correction supérieure sur une marginalisation géographique et démographique. Là, on a le chaos juridictionnel. Qui est responsable pour les enjeux des Premières Nations de médecins? C'est quoi le degré de réparation pour les fédéraux et les provinces? C'est comme un patate chou. Avec Saint-Ouen, on essaie de que ça sac dans le trou, et par exemple. Alors, le chaos juridictionnel est vrai, existe. Alors, ça, c'est vrai, on a l'aliénation des paradoxe politique et troisième, qui est très troublant et épeurant présentement, c'est notre société globale la plus polarisée que jamais. Alors, c'est vraiment très triste, c'est tellement divisif et polarisé d'une base quotidienne. Mais ça, pas sur au baromètre Adam Trust. Il parle des niveaux de confiance au Canada, aux États-Unis et différents pays. Et c'est épeurant. C'est vraiment épeurant ce qui se passe. Alors, comme peuple autochtone, malheureusement, on est souvent le cible de cette rhétorique polarisée centrée autour du race, l'ignorance, des agressions micro-macro. Juste à regarder les recommandations dans les familles, filles autochtones. Et bon, si ça s'améliore, je suis vraiment préoccupé de ça. C'est déjà pas bon et ça s'améliore et ça empire. Elle n'a pas de réaction à la capacité de parler de toutes ces choses que j'ai parlé plus tôt, encore pire et plus difficile.
Alors, en conversion sur l'organisation nordique vers dans l'Ouest et les protocoles autochtones qui vivent ensemble pour le difficile pour nous. Je vous parle un peu de ça parce que c'est vraiment une question de vie et de mort, n'est-ce pas? Alors, ces objectifs et ces buts sont tellement critiques à atteindre et d'avancer et les solutions existent, mais la réalité économique peut être difficile à les dépasser. Alors, la volonté politique manque souvent ou peut-être pas nécessairement intelligent. Je me souviens quand les buts ODG se sont présentés avant 2015. Et j'ai pensé qu'à ce moment-là, que la stratégie était un peu holistique dans l'approche sécuritaire dans la réclamation, reflétait un peu dans le point de vue des autochtones et tribaux. Et je pensais que c'était bien pensé, compréhensif et probablement atteignable. Avec les années, quand je travaillais autour du développement durable avec différentes compagnies, en utilisant différentes cadres de CSG, je suis me pris inquiet parce que je voyais une déconnexion entre les buts de ODD, le cadre opérationnel et le commerce, les entreprises en période. Je ne veux pas être cynique, mais je me sentais un peu comme le poursuite de ODD à l'SCG. Je pensais que le but était trop motivé par des poches, des cases à cocher. Et fait comme des stratégies j'ai comment on peut le meilleur pointage avec le moins d'investissement. Et on a été motivé de deux façons. Peut-être que les conditions viennent de nous dire, vas-y, si vous nous payez, on va vous aider à faire un meilleur pointage, qui était comme démotivation. Peut-être que je suis un peu dur, mais aussi le moindre coût est le fruit le plus beau quand il y a une façon d'atteindre les buts au début. Alors évidemment, ça a eu un impact sur la durabilité et l'habilité de transformer la société. Mais on a vu certains buts immédiats et ils étaient extincts pendant quelques années au début. Hein. On a vu le, le cas de rapport terminé de STG de 2030 et on y allait de belle en bien, mais ça commence de plus en plus important quand les mesures plus, plus coûteuses sont arrivées au sein de conseil d'administration et des cabinets. Alors, ce processus a été devenu plus difficile, même si ça n'a pas arrêté complètement. Et je ne suis pas sûr que les réussites, ils ont atteint un âge, comme je mentionnais plus tôt, mais s'il y a des atteintes claires et mesurables, des progrès vers ces buts-là, sont probablement à Toronto, à Vancouver, malheureusement. Alors, peut-être une partie de ça, c'est que les ODD, comme j'ai mentionné auparavant, je pensais holistique, circulaire, je pense qu'ils sont, ils représentent une nouvelle façon de penser le paradigme. Alors, l'intérêt entre ces deux-là et notre économie occidentale traditionnelle. Je pense que nos points de vue canadiens, entre commercial, sont faits en impacter le concept de richesse et de capitalisme. Mais j'ai travaillé dans cet espace-là et on le voit, hein, mais mais il y a des problèmes là-dedans, des défis. Le concept de territoire doit être exploité. Le profit, c'est le roi, accumulation de richesses, ça veut dire une concentration de richesses. La main-d'œuvre, c'est une commodité. Alors, pour atteindre les buts de ODD, ça va probablement un point de vue plus profond et de façon qu'on va transitionner notre économie. Je généralise peut-être un peu ici, mais au-delà d'autres autochtones, qu'est-ce que la richesse et le capitalisme veut dire? La réponse serait autour de la bonne santé, le bien-être, les connexions à le territoire et une place. On aime bien les profits quand on est en entreprise. Moi, je suis chef d'un grand groupe de compagnies, mais il y a des petits changements, il y a des changements de point de vue mondial qui doivent probablement avoir lieu. Et je sais que beaucoup de personnes très intelligentes dans le monde sont parties à la transition d'un monde de beaucoup de carbone à moins de carbone. Et je pense que c'est bien ça, bien le cerveau. Je commence à parler quelle est la vie peut aider à l'élimination de la technologie et l'innovation. Je siège sur le conseil de l'IRPP, le policy public qu'on a rencontré à Calgary l'autre jour. Et l'un de nos sujets, c'était un budget post-élection en Alberta. Et c'était intéressant parce qu'il y a des leçons que j'ai apprises pour l'élection qui s'en vient de Saskatchewan, c'est que l'élection parle
à peine de durabilité. C'était plutôt de combien ça coûte. Et là, que je parle que ça s'en vient plus par un paquet que je change de paradigme, que ça n'arrange pas avec ce qu'on doit voir en réalité. C'était intéressant. Je ne me rendais pas compte, mais que le gouvernement albertain a besoin d'huile de 77 pour arriver à livrer en température. Lui, il était présentement 75. Le gouvernement précédent avait 60 et 37, ça diminuait. Mais un changement d'une barrière, c'est 633 millions de dollars dans les coffres provinciaux. Alors, on a la dispute entre le gouvernement fédéral et l'Alberta, et c'est vraiment une question, devient vraiment sur la question de budget. Alors, et comment on va contourner ça? Et est-ce qu'on peut le faire? Et comment, ou qu'est-ce que ça aurait de l'air? Parce que ce commentaire était, on a la plus grande commission, je pense qu'il est expert dans la salle, expert la plus question, imprégnation de solaire au pays, mais l'impact de solaire comme générateur de bien versus l'huile. Alors, ils ont des conversations quand même intéressantes. Même si c'était la première chose dans l'élection, mais plutôt comment grouper le pays, ça revient à moi, oui, je pense qu'à cause du budget, il peut avoir des problèmes très importants. Si le budget n'arrive pas à 77, le baril, et que ça tombe en bas de ça. Alors, les gars, rester là. Alors, j'ai dévié un petit peu. La question maintenant, c'est comment on peut traiter ça, la moitié, dans le 2020 et la carte de reportage nous dit qu'on a du travail à faire. Je pense qu'en maintenant à 2015, le monde est un monde tellement difficile, tellement différent plutôt. Et c'est beaucoup turbulent au sein de notre société globale aujourd'hui. Les futures pandémies, les conflits complets, les globalisations, les chaînes d'approvisionnement, la polarisation. Et mon timer vient de s'animer à quitter 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse facile. Moi, je n'en ai pas. Et les personnes beaucoup plus intelligentes, je pense qu'il y a des questions très claires. Est-ce que nous gardons la même approche et au niveau plus profondément? À se pointer les dos sur ceux qui traînent après les gêner, est-ce que ça va fonctionner et continue à fonctionner? Est-ce que garder la même approche va fonctionner dans le contexte de fake news ou de l'ère des fake news? Comment est-ce que la polarisation, sensibilisation va avoir un impact sur les buts quand il y a toutes les autres priorités qui émergent? Si vous ne savez pas, c'est immense. Je suis sur le conseil sur le développement durable. On essaie de faire en sorte que le Canada prenne le devant. C'est des choses qui ne sont pas encore commercialisées, mais le jeu entre la technologie, l'économie qui peut changer les buts, peut impacter les buts, ne se fait pas assez vite, rapidement plutôt. Ce qui se passe entre la technologie, l'innovation et la qualité de vie, je vous donne un exemple. Il y a une technologie, il y en a beaucoup, c'est un petit exemple, télé-optical. Vous pouvez avoir quelqu'un ici à Saskatoon qui fait un examen de l'œil de patient dans le Nord qui peut déterminer les problèmes de santé juste en regardant l'œil avec un examen optique. On peut le faire sans envoyer le médecin en avion. Mais la politique du gouvernement ne paye pas pour ce service aujourd'hui. Alors, de se servir de ces technologies plus rapidement est essentiel. Alors, pour terminer, je veux dire quelque chose. Je vous avertis, c'est quelque chose qui a été partagé avec moi, qui est champion des ODD. Et moi aussi, je suis, malgré ce que vous entendez.
c'est la vie ou la mort, n'est-ce pas? Ils m'ont dit. Est-ce que la poursuite de ODD d'une économie à low carbone, est-ce que ça fait plus pour détruire les populations autochtones du Nord aujourd'hui? Et ça m'a étonné. Et la conversation a continué. Aujourd'hui, l'énergie coûte cher parce que on élimine la distribution. Il est trop cher ça coûte trop cher pour avoir de l'énergie renouvelable. Les lignes de transmission sont trop chères. L'inflation est extrême. L'innovation est lente. Tout ceci fait en sorte que ça coûte plus cher pour notre peuple dans nos collectivités autochtones dans le Nord. Ça augmente la pauvreté et a un impact sur la qualité de la vie au même moment qu'on essaie d'atteindre ces buts. Je ne pense pas qu'on peut faire un recul. Tout le travail qui a été fait nous dit on a besoin d'aller plus vite. Alors, les observations d'un non-expert et que le rôle du monde d'affaires pour avancer ceci est plus important que toujours. La collaboration n'est pas négociable. Saskatchewan, le gouvernement fédéral, Alberta, ont besoin d'avoir des solutions pragmatiques à ces défis. Ils ont tous raison et ils ont tous tort. Ils ont besoin d'aller au-delà de cela et de se parler, de collaborer. Je peux vous dire que ça se fait à l'extérieur du monde politique. Il y a beaucoup de pensées innovateurs. Le vrai travail qui se fait est fascinant. L'entreprise, la transition de l'économie, le rôle de la technologie, la collaboration, ce n'est pas à négocier. Et, comme je l'ai dit, malheureusement, c'est une question de vie ou de mort pour nos collectivités et de ne pas faire partie de ce qui se passe quand on parle de solutions est un gros problème. Et il y a beaucoup de solutions qui nous arrivent du Nord, des Autochtones, et c'est très, très utile. Ils sont là, mais il y a beaucoup de barrières, comme je l'ai expliqué. Ceci dit, merci beaucoup.